Notre invitée aujourd'hui nous reçoit sur sa terre de conquête, une bataille qu'elle entend mener tout au long de l'année 2015 pour ravir aux socialistes en décembre la région d'Île-de-France. Un combat qui la préserve pour un temps des combats d'hommes et de femmes qui minent sa famille politique. Un combat qui, s'il se termine par une victoire, fera peut-être de ce bureau une base arrière pour d'autres batailles. Ce bureau, c'est celui de Valérie Pécresse, ancienne ministre et chef de file de l'opposition à la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre lieu de travail, en quelque sorte. Un bureau qui va beaucoup parler de vous. On a vu beaucoup d'objets qu'on va regarder tout au long de l'émission. Vous êtes né un 14 juillet. Il y a ce film, né un 4 juillet pour les Américains. Est-ce que vous avez l'impression que naître un 14 juillet, ça donne une vocation particulière ? Il faut le croire, parce que vous savez qu'il y a énormément d'hommes politiques qui sont nés un 13 ou un 14 juillet, Dominique Bussereau, Xavier Darcos. Donc je pense qu'en réalité, ça vous façonne quand même d'être né un jour où il y a un défilé militaire extraordinaire et où vous voyez défiler toute l'armée. C'est vrai que j'ai toujours une petite larme pour la Légion étrangère. Alors je vous rassure, je ne croyais pas que les feux d'artifice étaient tirés pour moi. Mais j'ai failli m'appeler Marianne. Mon père voulait m'appeler Marianne. Ça aurait été un peu lourd peut-être. 14 juillet, Marianne, ça faisait beaucoup. Oui, mon père avait envie, mais ma mère a refusé. C'est les femmes qui gagnent chez nous. Il y a une seule photo d'un membre de votre famille, je ne parle pas des enfants, c'est votre grand-père. C'est pas innocent de mettre dans son bureau l'un des membres de sa famille. Pourquoi lui ? D'abord parce que s'il nous a quittés, donc c'est celui qui nous a quittés. Je n'ai pas mis des photos de mes parents, même s'ils ont aussi beaucoup compté pour moi. Mais il y a un livre de votre père universitaire dans la bibliothèque, j'ai vu. Oh là là, vous avez un regard affûté. Non, j'ai mis mon grand-père parce qu'il m'a énormément marqué. C'était dans la famille celui qui était certainement le plus passionné de politique, et en même temps, c'était un médecin de l'âme, c'était un grand psychiatre. Et aussi un grand résistant. Donc je pense que son histoire personnelle m'a beaucoup frappée. Et je pense que quand j'étais petite, je voulais être psychiatre comme lui. J'ai renoncé devant la dureté des études médicales, mais j'ai toujours voulu être médecin de l'âme. Et je pense qu'un politique est d'abord un médecin de l'âme. C'est-à-dire que si on n'aime pas écouter les gens, écouter ce qu'ils pensent, écouter comment ils souffrent, et si on n'a pas quelque part envie de les guérir ou de guérir la société, il faut faire un autre métier. Est-ce que vous avez fréquenté vous-même les divans ? Ah non. Pas en tant que... Souvent, les politiques ont cette réticence. Très peu de politiques vont jusqu'à aller voir un thérapeute. Mais vous savez, on est tellement dans l'action quand on fait de la politique qu'on n'a pas vraiment le temps de l'introspection. Alors, c'est vrai qu'il faut de temps en temps faire des retraites. Moi, je fais des retraites, mais c'est des retraites personnelles, c'est pas des retraites aidées. On va parler de votre filiation politique. On va commencer par ce dessin, cette caricature je crois qui est liée à Jacques Chirac, puisqu'elle est signée par Jacques Chirac. Vous étiez à l'époque conseillère aux technologies à l'Élysée, au moment de la cohabitation. Et donc ce dessin dit qu'il faut permettre à tous les Français de tâter le mulot. Oui, mon recrutement, mon entrée en politique vient du traumatisme que Jacques Chirac avait subi quand il avait été incapable, vous savez, de signer un livre d'or avec une souris à la Bibliothèque nationale de France pour l'inauguration. Et donc, il était totalement traumatisé. Et donc, Claude, sa fille, avait décidé qu'il lui fallait, à côté de lui, un conseiller pour les nouvelles technologies. C'est à travers Internet que je suis devenue vraiment familière de Jacques Chirac, parce que je l'ai initié à aller chercher ses matchs de sumo sur Internet. On avait les résultats en temps réel, alors qu'avant donc que je l'initie à Internet, il n'avait les résultats que par des télégrammes diplomatiques chiffrés de l'ambassadeur, Internet lui permettant de se connecter comme il voulait. Non, j'ai vis-à-vis de Jacques Chirac une affection qui est quasi filiale, et je vais le voir régulièrement comme on va voir un mentor, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, et puis je me sens proche aussi de sa conception aussi de la France. Je pense que le Chirac de la fracture sociale pourrait revenir aujourd'hui et s'apercevoir malheureusement que la société française est encore plus fracturée qu'elle ne l'était en 95. Alors justement, tout à l'heure, vous êtes arrivé dans ce bureau avec une pile de livres, et dans ces livres, je me suis permis de regarder, il y a justement le livre du sociologue Christophe Guilly sur la France périphérique. C'est un petit peu le livre de chevet des politiques depuis quelque temps.
Ce livre de Guilly que j'ai rencontré, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, c'est exactement ce que je ressens en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une Île-de-France qui est totalement fracturée, avec tous les habitants de sa périphérie qui se sentent complètement laissés pour compte. Ils sont partis souvent de quartiers sensibles, ils sont partis de villes qui se transformaient, qui perdaient leur mixité sociale, d'écoles dans lesquelles on ne pouvait plus envisager un avenir pour ses enfants. Ils ont quitté ces villes et ils sont partis s'installer dans l'Île-de-France rurale. Et là, dans cette Île-de-France rurale, ils se retrouvent sans service public, sans emploi, avec des distances incroyables à parcourir. Et une partie d'entre eux votent Front National maintenant. Bien entendu. Le problème de cette France périphérique, c'est que c'est une France qui se lève tôt, c'est une France qui travaille, c'est une France qui est, j'allais dire, dure au mal, mais qui souffre. Et qui souffre de son délaissement par les politiques. Et c'est à cette France-là que je veux parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette France-là, en dehors de trouver des emplois pour tout le monde et donc de la croissance? Est-ce qu'il y a d'autres recettes? Je crois que d'abord, il faut arrêter la métropolisation, c'est-à-dire la course on met les riches ensemble, on met les puissants ensemble, on met toute la création de richesse, et puis on l'entoure avec un grand périphérique, et puis on la bunkerise. Ça veut dire que si vous êtes présidente de la région Île-de-France, votre principal adversaire, ça sera Anne Hidalgo à la mairie de Paris, parce qu'elle concentre sur Paris le pouvoir économique? Mais regardez la dernière décision qu'elle vient de prendre. Elle vient de prendre une décision qui interdit de circuler dans certains quartiers de Paris pour les rendre moins pollués. C'est une décision extrêmement égoïste. C'est une décision de riche. Elle peut se le permettre. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de faire une fracture environnementale en rejetant la pollution en dehors du périphérique? Elle est bien contente, Madame Hidalgo, quand des aides-soignantes ou des infirmières ou des enseignants viennent à Paris, font 2 heures de transport, viennent enseigner à Paris et viennent faire fonctionner les services publics parisiens. Elle a besoin d'eux. Donc il faut aussi qu'elle prenne en compte leur besoin de bien vivre. Ce que je pense, c'est que le président de région doit être celui qui se soucie du bien vivre de toute l'Île-de-France. Vous dites le président de région, vous n'aimez pas féminiser les noms? Je ne pratique pas la communication genrée. La communication genrée qui consiste à systématiquement mettre eux à la fin d'un nom. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous... Je ne suis pas très politiquement correcte, Monsieur Jacques-Ubizine. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le pouvoir de faire. Et je pense que pour une femme, accéder à des titres masculins, c'est aussi quelquefois une satisfaction. Vous avez fait un livre sur le fait d'être femme politique, c'est pas facile. Il y a une caricature dans ce bureau aussi qu'on regarde ensemble, où un peu drôle, un peu même cru parfois, sur les femmes et la politique. Pourquoi c'est difficile d'être une femme en politique? D'abord, c'est une de mes meilleures amies qui m'a envoyé ces cartes postales pour la fête des femmes. Et je les ai trouvées tellement justes, elles m'ont tellement rappelé des choses que je me suis dit que j'allais les encadrer. Vous voulez que je vous raconte une histoire drôle? Avec plaisir. Une histoire drôle. J'ai un ami, la semaine dernière, je lui parlais de celui qui allait être mon numéro 2 au régional. Donc ce sera forcément un homme, puisque c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Et je lui disais, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Et mon ami, qui est un homme politique de renom, me dit, mais... tu peux pas choisir ça, tu peux pas choisir ça. Tu sais bien que ton numéro 2, ça doit être une nana. C'est drôle, oui. C'est François Fillon, votre ami? Non. Mais c'était drôle parce que j'ai éclaté de rire et je lui ai dit, tu pouvais pas me faire un plus beau compliment que de me dire que j'étais un homme. C'est un compliment de vous dire que vous êtes un homme? Pour lui, ça l'était. Pour lui, ça l'était. Bon. Autre référence politique. C'est un compliment inconscient, mais ça l'était. Alors, je ne sais pas si c'était lui qui vous a raconté cette histoire, mais Nicolas Sarkozy, qu'on voit sur cette photo en Inde, avec vous en 2008, un moment de complicité. Ça n'a pas toujours été le cas. Il n'a pas été tendre avec vous, Nicolas Sarkozy. Et pourtant, vous avez voté pour lui, pour la présidence de l'UMP. Vous n'êtes pas rancunière? Non, mais je crois qu'avec Nicolas Sarkozy, nous avons toujours été alliés politiques, mais j'ai jamais fait partie ni de son premier cercle, ni de ses chouchoutes. On a des relations plus simples, Nicolas Sarkozy et moi, qu'il n'en a avec peut-être d'autres femmes ou avec d'autres hommes politiques avec lesquels il a des relations affectives qui lui brouillent peut-être le jugement et qui l'empêchent de prendre des décisions rationnelles. Pourquoi vous avez voté pour lui, pour la présidence de l'UMP? Vous pensez que c'est le champion de la droite pour 2017? J'ai voté pour lui parce qu'il fallait remettre de l'ordre dans ce parti, parce qu'il fallait du leadership et parce que je pensais qu'il était le seul à avoir l'autorité pour rassembler tout le monde. Après, il reste la question de savoir qui sera notre champion pour la présidentielle. Ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas le risque qu'un cadre comme Bruno Le Maire, pour qui vous n'avez pas voté à la présidence, justement, fasse obstacle à ce retour? Moi, je suis très proche de Bruno sur un certain nombre d'idées qu'il porte et je pense qu'il a incarné... Vous en avez voulu que vous n'ayez pas voté pour la Ligue? Ah non, Bruno me soutient à fond, y compris pour ce défi des régionales. Il a compris mon raisonnement. Mon raisonnement était qu'il incarne le renouveau, mais il n'aurait pas eu
la carrure nécessaire pour rassembler tout le monde dans l'UMP. Alors vous parlez du renouvellement, c'est vrai que c'est intéressant sur les régionales, vous allez être candidate, il y aura aussi Laurent Wauquiez qui sera candidat, Xavier Bertrand qui sera candidat. Pour tous ces cadres dont vous êtes, le combat régional, c'est le combat d'une vie ou bien est-ce que c'est une étape, un tremplin pour la suite ? Aujourd'hui, c'est vraiment le combat, j'allais dire, de ma décennie. Ça fait 10 ans que je suis à la région, ça fait vraiment 4 ans que je la parcours dans tous les sens. Cette région, c'est ma passion. Je sais comment je peux la faire vivre, je sais comment je peux la dynamiser, je peux la réveiller. On a Londres, on a Barcelone, on a Munich, qui sont aujourd'hui des rivales. On doit les surclasser. On est Paris, on est les meilleurs. Une photo avec François Fillon, je crois que c'est dans un camp de réfugiés chrétiens en Irak. François Fillon, il a encore un avenir politique ? François Fillon, c'est l'homme politique qui travaille le plus aujourd'hui sur le projet qui sauvera la France. Et moi, je suis avec beaucoup d'intérêt tous ces travaux. Je l'ai soutenu sur ces réformes de compétitivité. Vous savez que je pense que l'esprit de réforme doit souffler sur la politique française. Et en même temps, l'esprit de responsabilité. Je pense que sur le droit du travail, je pense que sur l'âge de la retraite, je pense que sur... Vous savez, le travail, c'est ce qui va nous permettre de travailler un peu plus, travailler un peu mieux. C'est ce qui va nous permettre de nous redresser, j'en suis certaine. Quand vous avez été ministre des universités, vous avez été à l'origine de cette grande réforme sur l'autonomie des universités. On voit cette photo. Ça vous a été offert justement, je crois, par un président d'université à l'époque. Voilà, mais c'est Monsieur Bérézia, qui était l'ancien président communiste de l'université de Jussieu, Pierre et Marie Curie, qui m'a offert cette photo de Philippe Petit au moment où il y a eu 9 mois de manifestations, de blocage dans les facs. Il me l'a offerte et il m'a dit, voilà, vous êtes comme Philippe Petit entre les 2 tours du World Trade Center. Vous pouvez tomber ou vous pouvez passer. J'espère pour vous que vous allez passer. Et j'ai gardé toujours cette photo parce que pour moi, elle incarne exactement la difficulté de réformer dans notre pays. Ça passe ou ça passe pas. Et je me sens un peu, effectivement, funambule en politique. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Vous auriez pu faire autre chose que la politique. Et imaginons que vous perdiez ce combat de la région Île-de-France en décembre. Est-ce que vous seriez prête à tourner la page ? Oh, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait, tout ce dont je me suis nourrie, toutes les idées qu'on va mettre sur la table, si aujourd'hui les électeurs me disaient non, on n'a pas envie de vous à la tête de l'Île-de-France, c'est évident que ça me ferait beaucoup, beaucoup réfléchir et ça me ferait, je pense, ça me démotiverait pour ce combat parce que aussi à un moment il faut écouter les électeurs. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Moi, je suis pas du tout du genre qui s'accroche. J'ai perdu cette élection régionale en 2010, mais je l'ai perdue parce que j'avais pas assez arpenté l'Île-de-France, parce que je m'étais pas assez nourrie de cette région, parce que j'ai commis un certain nombre d'erreurs, parce que j'étais ministre en même temps que candidate, enfin plein de choses. J'avais pas assez travaillé. Aujourd'hui, je pense que vraiment, je peux me battre pour cette région, je peux la rendre plus belle. Et si j'arrive pas à convaincre les électeurs aujourd'hui, je pense que j'y arriverai jamais. Donc aujourd'hui, c'est effectivement mon dernier combat régional. Peut-être pas mon dernier combat politique, mais c'est certainement, en tout cas, je vais mettre tout sur la table.